Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Guilhuy. Tu es cofondateur et CEO d'Anjaro. Ça va, Quentin? Ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler de HRTech pour le coup, qui est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Donc on va démarrer déjà par le CV de l'invité. On va démarrer par ça. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? C'est parti. Donc moi je suis Quentin, je suis un des cofondateurs d'Anjaro. Anjaro on l'a créé il y a 6 ans. Ouais. Et en fait je suis assez jeune, j'ai 31 ans. Donc on a créé la boîte avec mes associés, on avait 25 ans. C'est super jeune. Ouais. Et ce qui est assez particulier, c'est que en fait, je suis passé par quasiment exclusivement de l'apprentissage quand j'étais étudiant. Ce qui fait que je suis tombé dans la RH super tôt. C'était quoi ton cursus rapidement? Tu vois, j'ai fait un DUT GEA, Gestion des entreprises et administration, Ouais, ok. donc c'est un cursus de 2 ans dans lequel j'étais en apprentissage dans le service paye de Leroy Merlin à Lille, près de chez moi. Ensuite, je suis parti 1 an faire un bachelor à Édimbourg. Ouais. Ça m'a permis de parler anglais, c'est quand même pratique. Ensuite, j'ai rejoint Dauphine pendant 1 an et j'étais en apprentissage au Crédit Agricole. Donc c'était dans le cadre du master, j'imagine après. Toujours pareil, ouais. c'est à l'époque où le Master 1 et le Master 2 pouvaient être dissociés. Ah ouais. Maintenant, C'est souvent maintenant un petit peu packagé. Exactement, Ouais. ce qui fait que j'ai fait mon Master 2 dans une école d'Assas qui s'appelle le CIFOP et qui est une école RH, c'est la plus vieille école RH de France. D'accord. Vraiment, j'ai fait tout mon cursus en RH, un peu en coup de bol. Heureusement, ça m'a beaucoup plu. La stratégie RH m'a tout de suite plu. Je me rappelle de mon premier mémoire en DUT où je le faisais sur les stratégies de rémunération de Leroy Merlin. Pour te donner une idée, ça me plaisait déjà beaucoup. D'accord, très bien. Et ensuite, j'ai bossé en Australie pendant 1 an en VIE pour le groupe LVMH. J'avais déjà fait 1 année d'apprentissage. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Edenred, très connu notamment pour avoir inventé les tickets resto, mais pas que, où j'étais dans une fonction qui s'appelle développement RH. Ok, et donc d'où t'es venue l'idée finalement de monter cette boîte pour le coup? La première, elle vient d'Australie. En fait, en Australie, je bossais sur des vignobles. Et en gros, on avait 3 vignobles répartis en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, environnement de travail assez sympa. Hein, Déjà, vignoble, on va pas se plaindre. Vignoble, Australie, Nouvelle-Zélande, ça va, on coche pas mal de cases. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une partie hospitality. Donc là, en gros, il y avait un resto sur plusieurs de ces vignobles, enfin 2 des vignobles, je crois, avec une partie événementielle assez forte, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, il y avait beaucoup de contrats étudiants et souvent main-d'œuvre un peu moins fiable. Tu te faisais souvent planter le vendredi pour un service un peu chaud le vendredi ou le samedi. Et donc moi, je me retrouvais souvent à contacter au téléphone les gens qui avaient déjà fait potentiellement des shifts chez nous, des extras comme on dit dans la restauration. Et puis, si j'avais personne, là, ce que je faisais, c'est que je me paluchais tous les CV qu'on avait reçus récemment. Puis je les appelais un par un. Je sais s'il y en a un qui me disent bon allez, banco, on avance. J'arrive. Ou alors bouche à oreille. Et c'est un truc tout bête. Mais grosse perte de temps quoi de faire ça. En fait, je me retrouvais dans un circuit hyper long où je devais d'abord, les gens devaient postuler, je les contactais, ils acceptaient ou ils refusaient. Et je me suis dit, mais si seulement on retirait au moins un aller-retour, en sachant déjà que la personne elle est qualifiée et qu'elle est disponible. Et moi, j'aurais juste à les appeler en leur disant, je sais que tu es dispo si tu veux le job. Et donc l'idée. T'as plus à convaincre sur le contenu du job finalement que de savoir si déjà elle est disponible, etc. Exactement, tout de suite leur dire, écoute, il y a déjà match, je le sais, maintenant c'est est-ce que tu es prêt à venir te déplacer, sachant que c'est pour dans 1 heure. Quoi. Mais c'est vraiment venu de là, c'était une frustration qui venait en se disant, mais comment est-ce qu'on peut twister le truc? Et puis c'était l'époque où les places de marché étaient en train d'exploser. Quand je suis rentré en France, c'est le premier moment, mais le jour où j'ai posé le pied en France, j'ai compris que Uber venait d'exploser. Voilà, c'était vraiment cette période-là. L'Uberisation pour le coup. Alors justement, est-ce que tu peux pitcher Anjaro? Parce que là, du coup, c'est la parfaite transition. Ouais, Anjaro, en fait, on est une plateforme de staffing à 360 degrés qu'on va implémenter dans les grandes organisations. Donc, on est vraiment un logiciel qui va être dans les mains d'un manager d'équipe, donc un manager qui a entre 5 et 30 personnes, principalement population col bleu. En fait, quand il lui manque quelqu'un, il va aller sur Anjaro et il va avoir une vision exhaustive et instantanée sur toutes les ressources disponibles pour venir en renfort là, maintenant ou demain, à la fois en interne dans son orga, et si personne n'est dispo en interne, via des CDD ou via de l'intérim partenaire. D'accord. Comment tu es capable de fournir de la data hyper qualifiée, tu vois, aux managers? Comment ça fonctionne en fait? Comment tout ça gravite autour de ta solution? Ouais, en fait, il y a un double enjeu de qualification de l'information au préalable qui est un peu sur un temps long.
et un enjeu sur un temps très court qui est est-ce que cette ressource elle est disponible, elle est proche Mais de c'est moi, ce genre de choses. Comment tu arrives à avoir l'info pour le coup? En fait, on va avoir une partie qui est vraiment branchée au logiciel de paye, qui est le temps long, fiable, le plus efficace. En fait, Ouais. c'est bête, mais quand tu fais de la paye, tu es obligé au moins 2 fois par mois, la paye de fin de mois et le rattrapage de milieu de mois, d'avoir des données super fiables sur tes effectifs. Donc nous, en fait, on va se servir de ce moment-là pour updater Ouais. en Jaro, soit via des fichiers plats, parce que honnêtement, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, soit quand tu commences à gérer des très gros volumes, via une APIisation. Ça, c'est la partie, on va dire, fiabilité de la donnée, dans le sens, toutes les personnes dans mon logiciel, je sais que c'est des personnes qualifiées qui répondent à certains critères. Et puis ensuite, il va y avoir le temps court, qui est est-ce que cette personne elle est disponible, est-ce qu'elle va accepter de venir bosser pour moi. Ouais. Et ça, en fait, eh ben, ça va être beaucoup de déclaratifs, parce que le déclaratif, juste ici, jusqu'à preuve de contraire, c'est ce qui est plus efficace. Et puis ensuite, ça va être un échange de consentement, finalement, entre le manager et la personne qu'il va solliciter pour venir faire Ça le veut job. dire que c'est des gens qui sont quand même un peu dans le giron, globalement, qui ont déjà travaillé au moins une fois peut-être. Exclusivement. Nous, on est un logiciel et c'est vraiment notre client qui va mettre les ressources qu'il souhaite dans Njaro. Donc, D'accord. On a Voilà, des clients ok. qui ne vont mettre que des CDI temps plein. Et en fait, ils vont avoir des périodes de baisse d'activité et de pic d'activité qui Ouais. vont faire qu'on va servir un peu de balance. Ils vont mettre à disposition des personnes qui sont sur une Ok. sous-charge d'activité ponctuelle. Et puis alors des fois, on va avoir des clients qui vont ne mettre que des CDD, qui ont déjà travaillé chez eux, par exemple une batterie de contrats étudiants, plus leur temps partiel qui voudraient faire des heures Ce que je veux dire, complémentaires. c'est que c'est les clients qui ont la main. C'est pas forcément la personne Systématiquement. qui est entre guillemets à l'écoute du marché, qui recherche un contrat à temps court, un CDD, admettons, qui va rentrer sur ta plateforme. Non, moi je suis pas une boîte d'intérim, on T'es n'est pas une boîte d'intérim, voilà, on c'est est ça. vraiment là, on leur donne la main sur les personnes dans le logiciel. Et Tu c'est ce fais le qui fait la matching en fait. différenciation. Tu fais clairement le matching. Voilà. Ok. Une Nous, fois on remplace le téléphone, quoi. que tu remplaces le téléphone. Exactement. Alors justement, je te pose la phrase tout de suite, c'est très bien parce que c'était un peu la suite logique. Tu as une phrase qui dit globalement, est-ce qu'il est plus simple de passer par ton téléphone ou par Anjaro? C'est un peu la phrase qui te permet de convaincre tes clients, quoi, globalement. Ouais, en tout cas, ça fait partie un peu du process pour essayer de leur faire comprendre ce qu'ils vont gagner. On a des gens, là j'ai un prospect avec qui j'ai rendez-vous cet après-midi, on a fait notre boulot d'enquête sur le terrain et en l'occurrence on a interviewé un de mes amis d'enfance Ouais. qui est manager chez eux et vraiment le mec me dit Quentin, il y a un jour le mois dernier, et je t'assure que c'est vrai, j'ai passé 210 coups de fil dans la journée pour trouver des remplacements parce qu'il est dans en gros la construction et c'était vraiment une compétence qui mettait son chantier à l'arrêt, quoi. Dans le bâtiment, quoi, du coup. Ouais. Et Ouais. c'était hallucinant. 210 coups de fil dans la journée. Moi, mon pote Bah, d'enfance, tu passes la journée, quoi, très clairement, en fait. je lui ai réglé son problème en 2 minutes. Ouais. Je lui ai réglé son problème, ou alors je ne le réglais pas, mais au moins il savait qu'il était impossible à régler son problème, parce qu'il n'y a personne de disponible, désolé. Ouais. Mais au moins il se connectait, il avait une vision exhaustive, instantanée, de toutes les personnes de son organisation qui étaient susceptibles de pouvoir l'aider. Et il n'avait plus qu'à cliquer sur un bouton, allez, 2 boutons, pour tous les solliciter au même moment s'il en avait envie, ou sélectionner en tout cas tout ou partie D'accord. de ces personnes. Ouais, donc, ouais, un gain de temps incroyable pour le coup. Un temps monumental, puis accessoirement 210 coups de fil, je sais pas, à un coup de fil toutes les 2 minutes, le renfort il n'est pas arrivé dans la journée, c'est une certitude. Ouais, puis la valeur, comment dire, la personne qui passe ses coups de fil, finalement, sa valeur n'est peut-être pas là non plus. Donc, Lui il fait rien, son chantier s'est quand même c'est retrouvé compliqué, à l'arrêt ouais. pendant une journée ou au moins une demi-journée, Ouais. enfin ça a été un calvaire. Et c'est fréquent, ça c'est évidemment les 210 coups de fil c'est énorme, mais n'importe quel manager dans des populations voilà, un peu col bleu, il va te dire que ça lui arrive minimum 2 fois par mois, ce genre de choses. C'est pas D'accord, du ok. tout anodin. Alors justement, comment tu as pensé la boîte? Parce que tu me disais hier, quand on a préparé l'interview, il y a deux façons de penser. Soit une façon de penser en termes de feature, pour le coup, Ouais. et ça c'est un petit peu pour toi l'ancienne école, soit tu réfléchis en fait en expérience utilisateur. Tu avais des exemples à me partager justement, le bottin et Airbnb pour le coup, qui sont deux choses pour toi un peu similaires. Et un deuxième exemple qui est la cabine téléphonique et l'appli G7 par exemple. Est-ce que tu peux peut-être décrire un de ces deux exemples au moins? Ouais, non, mais le message Que principal. tu as vécu. Ouais, c'est des choses que j'ai vécues. Le message principal, c'est que tu peux vraiment aller attaquer le marché du logiciel à l'ancienne avec une sorte de système de cases à cocher où tu vas cocher un certain nombre de features Ouais. qui vont sur le papier
régler le même problème qu'un logiciel, on va dire, des années 2020, et en fait en étant complètement à côté de la plaque. Et je crois que le meilleur exemple, c'est de comparer, on peut peut-être prendre les applis de commande de taxi et le bottin, parce que c'est un truc qui m'était arrivé. L'anecdote que je t'avais racontée, je me rappelle très bien, j'étais en master et j'allais à Elancourt faire un entretien pour un apprentissage. Je connais plus la boîte, mais je sais que c'était dans industrie pharma, enfin c'était un truc dans le genre. Et t'arrives à Elancourt et il y a un bus par heure. Et évidemment, en plus, je suis tout le temps à la bourre. Et j'avais pris le temps, j'arrive 55 minutes avant et je vois le bus partir. Qui part devant toi. Et je me dis, l'enfer. Je sais qu'il n'y en a pas avant le début de mon entretien. Donc à l'époque, j'imagine on doit être en 2010-2011. Il n'y a pas Uber. Il n'y a pas Uber, ou en tout cas je ne suis pas au courant. Ouais. Voilà. Et donc ce que je vois, c'est une cabine téléphonique. Et je rentre dans la cabine téléphonique. Je crois que j'avais pas de smartphone, je pense. Tu avais de la monnaie quand même pour... Ouais, voilà, j'imagine, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Et je me rappelle, j'ai cette vision, je peux te décrire la place sur laquelle j'étais. En gros, je prends le truc, je vais dans Elancourt, taxi, je les appelle un par un. Et je ne sais plus si c'était Elancourt ou je ne sais plus quelle ville. Et les types, ils me répondent, évidemment, ils font leur boulot de taxi toute la journée. Donc, moi, monsieur, je suis désolé, mais là, dans l'heure, impossible. Moi, désolé, mais là, ça va être compliqué, appelez plutôt tel numéro. Puis, je finis par tomber sur un type super sympa qui me dit, bon, je pense que je me suis plaint en plus. Je finis ma course, j'arrive, ça va être juste, mais je pense que vous aurez 5-6 minutes d'avance. Et là, expérience utilisateur terrible, c'est que, allez, tu raccroches et là, tu te demandes s'il va venir. T'attends. T'attends et c'est très long. Parce que maintenant, tu le vois se déplacer sur ton application, que tu prennes un taxi ou un VTC, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Tu sais pourquoi t'attends. Et donc, j'attends, puis peut-être 20 minutes, 25 minutes avant mon entretien, le mec arrive, heureusement pour moi. Il m'a reconnu, ça a été le petit gamin en sueur, là, assis sur le trottoir, avec un costume mal taillé. Et puis, il me dépose. Et finalement, j'ai pas eu le truc d'ailleurs. Et de toute façon, vu le calvaire pour y aller, il n'était pas fait pour moi ce job. Tu as eu une révélation au moins dans ta cabine téléphonique. Tu te dis, putain, il faut faire quelque chose. Ce qui est assez hallucinant, c'est quand tu prends maintenant, tu décomposes les deux process. Et tu regardes le process à la main, qui est, je prends un outil, mon bottin. Je sollicite un par un les taxis. Il y en a un qui accepte, je l'attends, je le prends. C'est exactement le même process que dans ton appli Uber. Si tu devais avoir une sorte de système de cases à cocher avec les features essentielles pour commander un taxi, ton bottin fait le taf. Ton appli Uber, elle te donne finalement la possibilité, tu ouvres ton appli Uber, tu sollicites les Uber disponibles, il y en a un qui accepte et il arrive. Ouais. Si tu réfléchis en termes de MOA à l'ancienne, en logiciel des années 90, tu peux avoir une digitalisation de tes pages jaunes qui fera à peu près le job, mais qui créera une expérience utilisateur absolument terrible. Atroce, ouais. Et c'est exactement la même chose dans le logiciel à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore une école qui fonctionne à la MOA à l'ancienne, qui est-ce que votre logiciel, il coche telle case, telle case, telle case. Mais est-ce que surtout, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ton logiciel, il répond à une problématique donnée qui va retirer un nombre de frictions le plus important possible de la manière la plus efficace possible. Ça, c'est l'expérience utilisateur. Et ça, c'est l'expérience utilisateur. Okay. Et c'est comme ça que tu règles des problèmes. Ok. Comment tu fais concrètement? Tu vas sur le terrain, tu discutes avec les gens qui ont ces problématiques-là pour imaginer et faire évoluer ton software? Là, tu rentres dans la base du product management, en fait. Mais le principal, c'est de projeter ton interlocuteur, quel qu'il soit, même pas forcément ton client, surtout pas quand tu démarres ta boîte, non pas dans la solution, mais dans sa problématique. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il faut lui demander en permanence, c'est est-ce que je vais régler ta problématique? Comment tu pourrais régler ta problématique? Et parle-moi de cette problématique. Qu'est-ce que tu ressens? Tu es dans l'émotion, quasiment. Tu es beaucoup plus dans l'émotion que dans la description fonctionnelle. Tu es dans l'empathie, quoi, en fait. Tu es dans l'empathie permanente. Et c'est comme ça, vraiment, que tu crées les meilleurs produits. Justement, tu travailles avec plutôt des grosses organisations, qui ont beaucoup de monde, etc. Qui dit grosses orgas dit process, des choses, des mots qu'on n'aime pas trop. Et tu dis souvent, effectivement, les gens parlent en termes de process et non en termes d'objectifs. Oui. Tu peux expliquer cette phrase? Il y a un certain nombre de process établis qui viennent d'un temps où on n'avait pas notre technologie et donc qui sont toujours justifiés dans l'état actuel des choses, mais qui vont potentiellement ralentir la transformation de l'entreprise ou en tout cas la résolution d'un objectif. Un exemple super concret, ça va être la capacité de contrôler un certain nombre de contrôles bloquants en ressources humaines, qui est ce que je connais très bien. Moi, le droit du travail français
il est super clair, il est chiant, mais il est super clair. C'est-à-dire qu'un problème, une solution, tu réponds ou tu réponds pas au truc. Et ça, ce qui est précis comme le droit du travail français, ça se code relativement facilement parce que c'est binaire quasiment. Ouais, c'est ça. Donc moi, des contrôles bloquants, je peux les faire à la chaîne, je peux les automatiser. Mes clients ou mes prospects, ils ont créé des process qui répondaient à la complexité de ce droit du travail français et donc qui demandaient évidemment un certain nombre de contrôles qui allaient durer parce qu'ils étaient manuels. Donc évidemment, par exemple, valider un contrat de travail dans une grande organisation allait prendre 48 heures parce qu'il fallait vérifier les délais de carence, il faut faire un certain nombre de choses techniques au sein des ressources humaines. Mais quand tu as besoin de la ressource le jour même, c'est pas ou possible. dans 24 heures, là, c'est pas possible. Dans ces cas-là, le process existant fait que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on prend Anjaro, en l'occurrence, dans le process manuel tel qu'il était, en effet, ça ne passe pas puisque moi, je suis capable de t'amener une ressource en un quart d'heure. Voilà, donc toi, tu as la solution, mais le client se dit très bien, mais par rapport à mes process, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, Anjaro est tout à fait capable de faire ses contrôles qui se faisaient en 48 heures en 15 minutes. Mais pour réussir à comprendre ça, il faut accepter de sortir du process tel qu'il existait à la base. Voilà, c'est ça. Donc changement de mentalité, de façon de faire. Exactement. Et donc, c'est là où la vision, elle prend tout son sens, et y compris la vision produit, mais qui est liée à la vision organisationnelle de nos clients. C'est de dire, attends, moi, je veux régler un problème, c'est que je veux avoir des ressources sur site au moment où j'en ai besoin, et je ne peux pas me permettre certainement pas d'attendre 48 heures. Si j'ai besoin de vendeurs dans mon magasin un samedi de solde, le lundi, c'est trop tard. C'est clairement aussi bête que ça, mais c'est aussi bête que ça. Donc, une fois que tu es obnubilé par cet objectif, c'est comment est-ce que Anjaro va pouvoir m'aider, et s'il reste encore des freins, comment est-ce que je m'assure que ces freins vont être retirés? Et c'est là où tu fais vraiment évoluer ton produit. Nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on a réussi pour la première fois à amener des ressources en un quart d'heure, en 20 minutes, c'était OK, maintenant qu'on a fait ça, que techniquement la mise en relation se fait super rapidement, que l'acceptation se fait super rapidement, qu'on est capable de calculer le temps de trajet pour envoyer la personne qui habite le plus près de ton magasin. Ah oui, le temps de trajet en plus. On est capable de gérer tout ça. Nous, on est capable de te dire, attends, celui-là, prends-le, il est à 5 minutes à pied là. D'accord. C'est quoi, c'est un algo derrière qui… c'est exactement. En fait, on va pondérer un certain nombre de choses en fonction du type de contrat, de est-ce que tu as déjà bossé sur le site en question, où est-ce que tu habites, et on va proposer les meilleures solutions. Un peu le top. Exactement. On va permettre de dire, écoute, nous, on considère que cette personne-là est la plus susceptible d'arriver très rapidement et de délivrer le truc. Une fois qu'on a réussi à faire ça, qu'on était hyper fiers de notre algo et on continue à l'être, on s'est dit, OK, maintenant, comment est-ce que cette mise en relation ultra rapide, elle est entendable pour quelqu'un qui a des contraintes légales? Parce qu'en effet, il faut bien les prendre en compte. Et en fait, une fois qu'on a eu des clients avec lesquels on a pu jouer autour de ça, on a trouvé les parades. C'est pas très compliqué. C'est est-ce qu'il a eu ses 11 heures de repos par rapport à hier? Est-ce qu'on n'a pas enchaîné trop de CDD? Est-ce qu'on est toujours dans la limite du temps de travail? Enfin, c'est des choses un petit peu techniques RH, mais encore une fois, c'est beaucoup d'additions et ça, tu le rentres effectivement dans ton soft et globalement… voilà, et ça se fait… tu facilites en fait toute cette prise d'information. Puis, tu mets un contrôle bloquant, c'est toujours pareil, c'est de l'expérience utilisateur, mais tu n'es même pas obligé de bloquer. Quand tu mets un gros bouton qui dit attention, est-ce que vous avez bien contrôlé, le mec il s'arrête avant de cliquer. C'est exactement la même chose quand tu es sur Internet et qu'on te demande de rentrer ta carte bleue. Tu vois. On est d'accord. je vois le temps qui file, on a encore deux, trois sujets justement à aborder. Vous êtes passé Cool Vendor pour le coup. Donc via Gartner, c'est ça? C'est ça. Tu peux en parler 30 secondes? Je crois que ça rejoint exactement la conversation qu'on vient d'avoir sur le produit. Je pense qu'on est quasiment les seuls sur le marché à être capable d'avoir cette réactivité avec des ressources internes pour ramener du monde sur le terrain quand on en a besoin. Et Gartner, c'est donc un réseau d'analystes renommé à l'international, mondialement, très, très, très connu dans les pays anglo-saxons notamment, mais pas que, qui a un boulot qui est de repérer les technologies très fortes aujourd'hui et les émergentes. Et donc, et toi, tu es dans la case on est dans la case émergente et on l'est depuis quelques semaines. C'est une très très grande fierté parce que pour nous, c'est l'occasion de montrer à quel point on innove et à quel point notre vision, déjà, elle est concrète. On ne fait pas du bruit pour faire du bruit. 2, on a des résultats. Et 3, il y a des spécialistes qui disent qu'on est le futur. Ok, bon, plein de belles perspectives en tout cas pour Anjaro. D'ailleurs, pourquoi Anjaro? Anjaro, ça vient de Kilimanjaro. Et en fait, ça touche un petit peu à toutes nos valeurs autour de la montagne, du sens de l'effort, de la solidarité. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est un nom qui est quand même assez iconique pour le coup, pour vous. Synonyme de ce nom. On l'a changé en cours de route. Au début, on s'appelait WeTeam et on a changé notamment pour s'internationaliser. Mais il y avait beaucoup de choses, beaucoup de réflexions autour de ce nom. On est passé par une agence. D'accord, vous êtes fait accompagner là-dessus. Qui s'appelle Nomen, je suis super content de ce qu'ils nous ont aidés à construire. On va passer aux questions.
De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Il y a un certain nombre de deals qu'on a fait avec l'équipe dont je suis particulièrement fier. Les premiers ont été Est-ce assez que c'est les forts. premiers deals justement dont tu es le plus fier Ouais, et ou puis finalement, il y en a des très finalement? récents là Ouais, également. Donc c'est assez rigolo, mais à chaque fois, c'est l'équipe. Et il y a certaines relations assez fortes que tu crées quand tu crées ta boîte, qui sont très bizarres, qui sont uniques. Parce que, encore une fois, j'étais un jeune entrepreneur, donc jeune patron. ouais. Donc c'est pas forcément de l'amitié, c'est pas forcément des collègues tels que je l'entendais Un peu avant. l'entre-deux, quoi. Et en tout cas, c'est des gens dont je suis très fier d'avoir bâti quelque chose avec qui Construire une team voilà, solide, quoi, avec du qui coup. je suis très fier d'avoir construit quelque chose. Voilà, pour le moment, c'est surtout des relations dont je suis très fier. Ok, l'équipe, quoi, du coup. Est-ce que tu as des rituels? Ouais, j'en ai Matin notamment ou soir? le matin principalement. Matin. En fait, je suis un couche-tard, je peux réfléchir, cogiter jusqu'à 2-3 heures du mat assez facilement. Ok, Donc je suis relativement un lève-tard. d'accord. Et, Et le matin, du coup, c'est un peu plus compliqué ou... ouais, donc en fait, et je suis aussi assez stressé si je sais pas ce qui me tombe sur la tête avant d'arriver au bureau. Ok. Donc, j'ai un rituel assez simple qui est que je me lève, Tu checkes je ton me sers un agenda, non, café et en fait je check mes mails, mon agenda, les news du jour. Donc en fait je mets une bonne heure et quart, ne À te serait-ce mettre qu'avant à d'aller jour, prendre quoi. aller prendre ma douche quoi. Ah oui, Et c'est hallucinant, c'est-à-dire que je fais tout, je suis encore un peu dans le gaz et ouais, ça ouais. va prendre une heure et quart, le temps de démarrer ma journée de façon sereine. D'accord, ok. Très bien. Tu te lances, on va dire, une fois que tu as une idée des sujets qui t'attendent. Exactement. Est-ce que tu as des regrets, à contrario? Ouais, j'en ai plein, mais c'est normal. Quand tu es primo-entrepreneur, je pense Ouais. qu'il y a des transitions dans la croissance de l'entreprise qu'on aurait évidemment pu mieux gérer, mais je crois que tous les entrepreneurs ont ce genre de regrets. Je pense qu'il y a des choses que, a posteriori, tu te dis que tu aurais pu les voir avant, Ouais. et c'est tellement facile d'avoir des regrets. C'est vraiment compliqué ce métier finalement, surtout Clairement. quand c'est la première fois que tu passes par ces sujets-là. J'imagine. Alors, il y a une question qui me fait sourire, c'est quelle est la pire situation à laquelle tu as été confronté? Bon, je pense que c'est la cabine téléphonique peut-être et l'histoire de l'entretien, ou c'est un des trucs un peu galères que tu as Ouais. dû vivre. Non, Après, ça peut être plus récemment en tant qu'entrepreneur aussi. franchement, Hein. alors je vais le raconter, c'est horrible. Je crois que je ne l'ai jamais raconté. Il m'est arrivé On a un scoop. le pire truc. Ouais, t'as vraiment un scoop. En gros, je sors d'un board, on avait fait un petit peu validation du budget, donc les salaires. Et donc, Ouais. j'ai un truc, c'est qu'on essaie de prôner à mort la transparence au possible. Et donc, Ok. je dis, ok, je vais présenter ce qu'on a présenté au board à l'équipe. Et je le fais dans le rush, c'est-à-dire un quart d'heure après le board. Je vais pour supprimer une ou deux slides un peu touchy. Voilà. Et elles sont restées. Et les salaires sont restés. Donc moi, en gros, ce que je voulais passer comme message à l'équipe, c'était regarder tout ce qu'on a prévu d'embaucher. Et en gros, tu avais un certain nombre de lignes et avec les postes en plus en disant, regardez, ça va doubler quoi. Et en fait, vraiment, je voulais C'est parti d'un bon sentiment. comme ça, regardez. Et là, je me Moi, je suis pas retourne. payé ça. Horrible, horrible, horrible. C'était un moment de solitude absolument gigantesque. Ok. Ça a été Et dur ça va, il n'y à- a pas eu trop de crise à gérer derrière ça? Non, ça va, mais tu rames quand même derrière. Ouais, ouais. Tu t'as Tu sors intérêt les- tu à. sors les rames et tu payes, Ouais, mais quelle bêtise. Ouais, c'était assez impressionnant. T'aurais dû prendre 20 minutes et pas un quart d'heure du coup. Ouais, c'est exactement ça, mais c'est le stress. Enfin, encore une fois, c'est des petits regrets comme ça, il n'y a Ouais, pas eu ouais. de gros problèmes. Ça va. Le truc le plus con que tu as entendu dans ton métier, dans la tech, dans... Alors là, il y en a plein. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on était un milieu avec beaucoup de diversification de profils. Ça m'a bien fait marrer et qui était vraiment persuadé que les profils d'entrepreneurs étaient diversifiés. D'accord. Je trouvais ça assez rigolo. Ok. S'il en était persuadé, la conversation a duré longtemps. La tech, est-ce qu'elle te fait peur justement? Ah non, vraiment pas. Vraiment Tu pas. l'embrasses. Je pense Tu vraiment embrasses la tech. qu'on peut créer un monde absolument fantastique si les gens les leaders de cette industrie sont suffisamment intelligents et bienveillants, et ça va dans cette direction-là. Et change aussi de mentalité, peut-être. Il y a un vrai shift. S'ouvre au changement. Enfin, je peux pas parler de shift, je suis trop jeune pour ça, je l'ai pas connu la génération d'avant, mais ce que Ouais. je peux dire, c'est que les entrepreneurs que je côtoie au quotidien, franchement, ils ont des valeurs très saines. Ok. Et c'est super cool de bosser dans ce milieu en étant entouré de gens comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Et dernière question qui a complètement un rapport justement avec la HR Tech. Quel est ton plat préféré? Pour le coup. T'es un gars du Nord, attention. Non, mais franchement, faut dire si Les frites, je reviens toujours à la raclette. la raclette.
Plat universel. Écoute, en tout cas, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Quentin, c'était en tout cas un super échange avec toi. Merci de t'être prêté à l'exercice. On a appris plein de choses voilà, sur Anjaru et je pense que ça promet en tout cas joli projet. Merci. Merci à toi. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur nos différents réseaux. Merci de nous suivre au quotidien. Rendez-vous pour un prochain épisode, un nouvel invité. À très bientôt les amis. Ciao.